Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Courrier des lecteurs. Aujourd'hui, je suis avec Johan. Johan, est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es, comment tu t'appelles et ce que tu fais? Salut à tous. Et du coup, je suis Johan. Moi, je suis en charge de la communication et du marketing pour Realty. Voilà, je m'occupe vraiment de tout ce qui est partenariat et du développement de tout ce qui est growth pour Realty sur l'Europe, mais plus largement partout dans le monde, sur tous nos marchés, donc principalement Europe pour l'instant. Voilà, j'ai un petit background dans la crypto depuis quelques années et c'est ça. Et je suis français habitant au Portugal. Voilà. Je m'appelle Clément, moi je suis le fondateur de francecrypto.fr, un média dédié aux crypto-monnaies blockchain à travers des tutoriels, des tests produits, etc. que vous pouvez retrouver sur notre site. Et on a décidé de se rencontrer avec Johan pour vous partager un nouveau concept, le courrier des lecteurs. Une fois par semaine, on se donne rendez-vous pour répondre à toutes vos questions sur les crypto-monnaies. On va parler de tout sans tabou, NFT, finances décentralisées, blockchain, et parfois on aura même des invités de qualité. Donc pour commencer, cette semaine on va vous parler des NFT. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un NFT et à quoi sert un NFT? Alors est-ce que Johan, tu as des éléments de réponse à nous apporter sur cette question? Oui, alors moi j'ai découvert à titre personnel les NFT. Pour moi c'est principalement à la base tout ce qui va être œuvre d'art. En tout cas c'est sur ça que ça a explosé l'été dernier, l'été 2020. Maintenant si on reprend l'historique des NFT, ça a commencé avec tout ce qui était CryptoKitties, donc des petits collectibles, je sais pas si on peut comparer ça à des Pokémon, mais en tout cas complètement uniques sur lesquels on pouvait les customiser, les accoupler pour recréer des nouveaux CryptoKitties, etc. Ça a eu une grosse hype en 2017, si je me trompe pas, peut-être 2017-2018 peut-être. Ouais, un peu plus, ouais, c'est ça. Il y a quelques années déjà dans le milieu de la crypto, c'est déjà une éternité. Oui, c'est ça. Et voilà, et puis après, il y a eu d'autres choses. En fait, ce qu'il faudrait, c'est surtout définir un NFT. La grosse hype s'est fait vraiment autour de Rarible et des œuvres d'art, mais dans les NFT, on va avoir aussi des noms de domaine via Unstoppable Domains, on va avoir du terrain via, en tout cas des bouts de terrain, des parcelles de terrain via Decentraland, donc les CryptoKitties, Sandbox, c'est vrai, oui. Il y en a un troisième aussi, Vestel, je sais plus, j'ai un petit doute, mais il y en a un troisième qui existe aussi avec le même principe. Voilà. Axie Infinity devrait faire, enfin ou en tout cas font également la vente de terrain sur leur plateforme. Pour l'instant, c'est pas encore ouvert à tout le monde, mais effectivement, c'est quelque chose qui existe également. Je pense que oui, c'est principalement ça. Après, c'est quand même principalement de l'art, et c'est surtout via ce médium-là que les NFT se sont fait connaître du grand public. Exactement. Alors c'est quelque chose aussi qui marche du coup pas mal dans le gaming, parce que en plus de l'art, c'est quelque chose qui va être utilisé par exemple pour acheter je sais pas, une arme, un skin, etc. qui est véritablement unique et qui pourrait être revendu par la suite sur une marketplace, et donc véritablement donner du pouvoir aux joueurs sur ce qu'ils vont looter, farmer, etc. et pour pouvoir le revendre derrière. Donc quelque part, les joueurs sont complètement autonomes et surtout en pleine possession de leur équipement et de leur jeu. C'est, je pense, aussi une dynamique derrière qui peut être intéressante pour les NFT. Complètement. Après, à ma connaissance, c'est pas encore mis en place. Il y a Ultra qui travaille beaucoup sur ça, ouais, iOS. Exactement. Mais il me semblait pas qu'il y ait encore de réel applicatif à date. Il y en a pas. Alors effectivement, à date, il y en a pas encore, mais c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé. Si je dis pas de bêtises, normalement, Gods Unchained permet donc du coup d'acheter des cartes, donc des NFT, qui ont une véritable valeur. Non, mais sur Gods Unchained, c'est très vrai. On peut acheter des cartes. Donc Gods Unchained, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est un genre de Hearthstone ou Magic. Donc vraiment jeu de cartes sur la blockchain complètement décentralisé et sur lequel en effet toutes les cartes sont réellement en la possession du joueur. C'est-à-dire que si demain, pour faire un parallèle, si demain Hearthstone s'arrête, là, tout l'argent que vous avez mis dans Hearthstone, toutes les cartes que vous avez gagnées, potentiellement vous les perdez. Là, l'intérêt de Guns Unchained, c'est que vous gardez tout et que à l'heure actuelle, il y a une très grosse communauté. Moi, je parlais juste de l'applicatif vraiment arme spécifique, type un World of Warcraft. J'achète une arme, chose comme ça. Ça, dans l'idée, il y a des développeurs qui travaillent dessus, mais c'est pas encore à date mis en
en place. Mais en tout cas, très, très impatient de voir ce que ça a donné, que ce soit avec Ultra ou d'autres services, en tout cas. Alors il y a une question récurrente je pense pour les débutants dans la crypto-monnaie, véritablement pour effectivement les nouveaux entrants qui ont énormément entendu parler de NFT au travers d'influenceurs ou même sur des médias très grand public qui ont abordé la question. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut acheter des NFT avec des euros? Est-ce que, je sais pas, je vais sur Rarible, OpenSea ou une marketplace dédiée aux NFT, je peux acheter des NFT avec des euros? La réponse, elle est non. À ma connaissance, malheureusement, c'est pas possible. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Moi, je suis assez décentralisé, donc j'ai un avis qui est sûrement différent de la plupart de nos auditeurs. Mais sur le papier, moi, donc c'est non et je sais même pas si ça arrivera. Je pense que certaines plateformes, Rarible par exemple ou OpenSea, sont tellement décentralisées que c'est pas dans leur intérêt de ramener ce type de moyens de paiement dessus. Maintenant, après, on peut très facilement faire de l'on-ramp. Surtout sur Ethereum, c'est très facile. En littéralement 3 clics, on a des Ethers et on a de quoi acheter des NFT. Donc, l'onboarding reste facile, mais en tout cas, directement d'une carte de crédit, non, à date, c'est pas possible aujourd'hui. Exactement. Alors, question aussi assez récurrente, les frais de gaz. Comment, pourquoi, quel est le problème derrière ces frais de gaz? Pourquoi est-ce que ça coûte plus cher en frais de gaz de créer un NFT que d'acheter un NFT? Peut-être qu'on va revenir sur quels sont les frais. Pourquoi, comment les frais de gaz exactement, et surtout est-ce qu'il y a différentes manières de passer outre ou pas, voilà. En gros, sur les frais de gaz, moi je suis pas un ultra spécialiste, je pense qu'il y a des personnes plus spécialistes que moi, mais pour expliquer quand même pourquoi la création ça coûte plus cher, parce qu'en fait au moment de la création, les frais de gaz ça compte pour le nombre d'interactions ou d'actions qu'on fait en fait sur la blockchain. Donc quand on crée un NFT, on doit l'enregistrer donc au moment de la création, puis après on doit le diffuser sur donc si on le crée via Rarible par exemple. Tout ça en fait fait que les frais de gaz sont plus élevés. Quand on achète, il n'y a qu'une seule interaction, c'est une interaction d'achat. Je sais pas si après tu peux peut-être développer sur le sujet si tu as plus d'infos, mais en gros c'est principalement lié à ça. C'est ça, mais c'est complètement ça. Après, il faut savoir que la majorité, la très grande majorité des NFT qui sont créés sont sur la blockchain Ethereum et encore une fois, c'est une blockchain qui est sursollicitée pour différentes applications. La finance décentralisée y est pour beaucoup et quelque part, cette blockchain étant sursollicitée, les mineurs qui valident les transactions, puisqu'on est encore sur un système de proof of work, donc de preuve de travail, ce sont eux qui valident les transactions et donc du coup les frais sont corrélés au travail des mineurs. Donc c'est-à-dire que plus il va y avoir de personnes qui vont vouloir utiliser la blockchain, plus ça va coûter cher. C'est-à-dire qu'à certains moments de la journée, la blockchain sera un peu moins sollicitée et vous pourrez potentiellement effectuer des transactions à moindre coût. Mais dans tous les cas, vous ne pourrez pas y couper. C'est également pour ça qu'il y a d'autres blockchains concurrentes et on va un peu l'aborder la question d'après, mais effectivement, vous avez d'autres blockchains qui permettent de créer ou d'acheter des NFT à moindre coût. Voilà. Et donc du coup, ça découle de ma question suivante. Où est-ce que l'on peut acheter des NFT aujourd'hui? Ok. Alors juste pour rebondir, sur ce que tu viens de dire, oui, ça me paraissait évident que c'était sur Ethereum. Maintenant, ce principe de coût, même si sur les autres chains, on va avoir des NFT sur la Binance Smart Chain, par exemple, sur la BSC. J'ai pas testé, donc là je m'avance, mais le principe du gaz reste le même. Donc c'est-à-dire que même si les coûts sont quasi minimes, voire littéralement près de zéro, reste que la création d'un NFT sur la Binance Smart Chain va coûter dans tous les cas plus cher que le fait de juste acheter. Il faut toujours garder cette corrélation. Donc ça voilà. Et c'est vrai qu'en effet les frais de gaz avant sur Ethereum, on arrivait à trouver le dimanche soir des créneaux un peu sympas, mais ce n'est plus le cas même aujourd'hui, malheureusement. En tout cas, à ma connaissance du coup pour ce qui est NFT, on peut en acheter sur la Binance Smart Chain via Bakery Swap.
en tout cas hors Ethereum. J'avoue que je crois qu'on peut en créer, mais j'ai pas exploré jusque-là, donc je suis pas sûr. Je vous inviterai à faire vos recherches. Et après, sur Ethereum, on va avoir Rarible qui est le plus gros aujourd'hui, complètement ouvert à tout le monde. Et après, on va avoir des plateformes qui sont un peu plus sélectives à l'entrée, qui vont avoir une forme de modération à l'entrée. Et pour ça, on va avoir Super Rare, par exemple, qui est celle que j'affectionne en parallèle. On en a d'autres, on a Maker quelque chose. Il y a OpenSea aussi qui est extrêmement connu. On peut acheter un peu tout et n'importe quoi. Mais OpenSea, la différence, c'est que c'est plus un shop type un eBay du NFT sur lequel tout est centralisé. Exactement. Voilà, je crois pas que sur OpenSea, on puisse créer son propre NFT au départ. Il me semble que ça les centralise. Alors, eh bien justement, on peut créer son NFT sur OpenSea, puisqu'il y a quelques temps, on a réalisé un tuto sur la création des NFT sur OpenSea. Donc effectivement, on peut créer de toutes pièces un NFT sur OpenSea et le vendre directement. Voilà. Il n'y a pas de souci. Après, il y a des marketplaces qui sont dédiés, bien évidemment. Vous allez avoir la marketplace d'Axie Infinity, où on peut acheter tout un tas de justement d'Axies et d'objets de NFT sur Axie Infinity. CryptoKitties a sa propre marketplace, mais vous pouvez également les revendre justement derrière sur OpenSea, etc. Donc voilà, il y a différentes plateformes. Après, d'autres blockchains sont en train de permettre la création de NFT, mais je suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait véritablement de marketplace dédié, ou en tout cas facilement accessible à tout le monde. Mais par exemple, Tezos est en train, permet de le faire, et très prochainement Elrond, Avax, etc. devraient également rendre ça possible. Oui, complètement. Avax, Avalanche. On a XDAI aussi, il y a quelques projets sur XDAI qui commencent à se développer, cette sidechain avec Polygon aussi, il y a des projets NFT anciennement Matic du coup qui sont en train de se créer. Vu qu'à date ce sont les deux seuls, si on parle de sidechain, juste sidechain tout en restant en gros sur un layer 2 Ethereum, c'est les deux seuls aujourd'hui exploitables et utilisables. Donc il y a des projets qui arrivent sur XDAI et sur Polygon autour des NFT. Donc après, je vous inviterai à aller chercher de votre côté. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais il y a quelques projets qui commencent ou qui tendent à se développer ou qui veulent intégrer les NFT, type sur Uniswap pour ce qui est XDAI. Et après, si on parle de CryptoKitties, la grosse hype derrière les personnes qui sont maintenant derrière CryptoKitties, il y a NBA Top Shot, qui là fait une grosse hype aussi au niveau NFT. Voilà. Pour les fans de basket. Et en France, l'équivalent, donc pour l'équivalent sportif, ça va être Sorare, qui est un peu la pépite française du moment, avec leur carte de foot, l'équivalent des cartes Panini un peu sur la blockchain. Donc voilà, eux ont leur marketplace, mais bien évidemment, si vous avez des cartes de joueurs Sorare, vous pourrez les vendre sur d'autres plateformes. Encore une fois, OpenSea, etc. C'est des choses qui sont parfaitement possible, et même récemment il y a eu des ventes assez incroyables à plusieurs, alors en fonction de comment vous calculez, plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou en tout cas plusieurs dizaines, voire plusieurs dizaines d'Ethers directement sur la marketplace. Et enfin, une question qui revient assez souvent, qui est plutôt d'ordre juridico-légal. Alors, il faut savoir que nous ne sommes pas des juristes, mais nous connaissons d'une manière générale le droit. Mais cette question, c'est est-ce que l'on peut copier ou s'attribuer, une œuvre d'art préexistante en la déposant sur la blockchain au travers d'un NFT? Alors, évidemment non. En soi, est-ce qu'on peut le faire? Oui, il n'y a rien qui nous limite, il n'y a pas de problème. Après, oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, Rarible, depuis donc, l'été dernier, ils ont explosé, ils ont été un peu dépassés. Maintenant, de plus en plus, il y a de la modération. Donc, quand il y a des doutes de copycat ou choses comme ça, Rarible fait de la modération et supprime. Donc, il y a quand même maintenant, je pense que les plateformes essayent de modérer parce que justement, il y a eu beaucoup d'abus, principalement sur Rarible, de copies, de vols, de réappropriation
voilà, culturelle. Donc voilà, donc en soi on peut le faire. Maintenant, est-ce que c'est égal? Non, c'est-à-dire que la paternité de l'œuvre, elle est quand même à l'artiste originel. Voilà. Après, si on prend la Joconde, qu'on la modifie, qu'on se la réattribue et qu'on refait un art dessus, bah ça va dépendre des pays. En France, il me semble que ça reste illégal, mais aux États-Unis, ça reste, on va considérer que c'est une réappropriation de l'œuvre de la part de l'artiste qui se réapproprie l'œuvre. Donc ça, c'est après, ça dépend vraiment des pays. Par exemple, entre les États-Unis et la France, la propriété intellectuelle d'une œuvre d'art, elle est complètement quand même différente. Moi, je le sais au niveau de la photographie, mais après, je sais que la photographie et l'art en général, c'est assez proche, et du coup, les règles sont quand même bien différentes entre ces deux pays. Maintenant, ça reste encore un peu brouillon. Je pense que la vraie question à se poser, c'est est-ce que l'honnêteté qu'il y a derrière, c'est-à-dire que je pense que quand on est un artiste, le but aussi de la blockchain aujourd'hui pour les artistes, si on s'arrête à ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui jusqu'à maintenant pouvaient galérer financièrement. Voilà, la blockchain et via Rarible ou d'autres plateformes ont pu les aider aujourd'hui à créer une communauté et à créer un lifestyle. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même essayer de se dire que la blockchain va dans ce sens de redonner une paternité à ces artistes, mais aussi une liberté plus largement peut-être financière ou une indépendance en tout cas. Donc l'idée, c'est aussi de se dire, je pense que si on est dans la blockchain, c'est pour être acteur de ça, c'est pas pour commencer à entre guillemets, se voler les uns les autres. Évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense qu'avant même de se poser la question de la loi, il faut peut-être se poser la question de se regarder dans un miroir. De l'honnêteté et de l'intégrité intellectuelle, exactement. Mais effectivement, voilà, si on prend ton exemple, toi qui es photographe, si quelqu'un va récupérer tes photos sur ton site ou sur un de tes réseaux et qu'il en crée un NFT, tout de suite, toi, tu sauras que ce n'est pas toi qui as créé ce NFT, et après, il sera possible de prendre des mesures contre cette personne. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui, dans les faits, est parfaitement faisable. Les copistes existent dans la vraie vie, mais sur la blockchain, ça peut exister, mais l'illégalité reste la même au final. Voilà. Oui, complètement. Après, je pense que tu vois, dans un cas comme ça, le problème c'est que l'artiste arrive à prouver que c'était son œuvre. Alors sur des œuvres très connues, il n'y a pas de problème. Sur des œuvres moins connues, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué parce que voilà. Après, de manière générale, quand même, dans la blockchain, au niveau des artistes, il y a quand même, encore une fois, si on parle juste de la partie art, il y a quand même une grosse communauté, les gens se soutiennent et les gens se battent vraiment contre ça. Donc, dans tous les cas, si quelqu'un vole l'œuvre d'art d'un autre et s'amuse à la reposter, il va peut-être le faire une fois, mais il va être assez vite blacklisté par l'ensemble de la communauté qui est plutôt très soudée, et c'est beau à voir parce que c'est pas le cas malheureusement hors blockchain dans ce que je vois, et voilà, donc à garder ça aussi en tête. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions, le tour du courrier des lecteurs pour cette première émission. Et du coup, on vous invite en fait à vous retrouver chaque lundi. On va être en diffusion live chaque lundi à midi, heure de Paris, sur un canal Telegram. Le lien sera évidemment toujours dans la description. Une rediffusion sera prévue chaque mardi. On n'a pas l'heure encore exacte, mais chaque mardi, sur YouTube, sur tous les réseaux de podcast, voilà. Et évidemment, on vous invitera via ce canal Telegram à nous poser vos questions pour les émissions suivantes. On vous proposera une thématique sur une semaine à l'avance, et on vous invite du coup à poser vos questions sur cette thématique afin qu'on puisse y répondre la semaine suivante. On aimerait et on aura certainement aussi des invités avec nous, mais on vous donne rendez-vous, ce sera toujours Clément et moi-même chaque lundi à midi, heure de Paris, sur ce nouveau format. Eh ben, parfait. Je te remercie. De rien.